Chers collègues, bonjour à tous. Merci de m'avoir convié pour discuter des indications de la chirurgie de l'obésité. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Alors les objectifs pédagogiques sont d'abord de vous présenter l'obésité, la chirurgie de l'obésité, que doit-on en attendre? Du coup, on devrait glisser doucement vers ces indications et puis les différents types d'opérations et puis peut-être aussi les différents types d'indications pour chaque opération, toujours en examinant la balance bénéfice-risque. Et puis on terminera par quelques perspectives ou plutôt comment est-ce que la chirurgie bariatrique peut doucement amener à la chirurgie métabolique. Alors l'obésité, je ne vous apprendrai pas que le taux de croissance de l'obésité est supérieur à celui de notre PIB, pas forcément très compliqué d'ailleurs en ce moment. 15% des Français sont obèses, 20% dans le Nord-Pas-de-Calais, à peu près autant, je pense, en Picardie, ce qui fait que les Français du haut de la France sont relativement lourds, donc attention à vos têtes. On parle d'obésité, ce topo ne parle pas vraiment d'obésité, il parle, et je voudrais prendre un instant pour vraiment vous montrer la différence. On parle d'obésité sévère, d'obésité massive, d'obésité morbide, d'obésité maladie. Et là, je dirais que les raisonnements sont complètement différents. Alors merci à Kaplan d'avoir essayé de théoriser un petit peu tout cela avec quelques schémas. Vous avez la ligne rouge qui correspond aux dépenses en énergie, la ligne orange, les apports énergétiques, et vous voyez que lorsqu'ils se croisent, le poids est stable. Alors chez cette patiente, le poids est stable avec un IMC aux alentours de 40. Contrairement à un sportif qui pourrait, en augmentant son activité physique, augmenter ses dépenses en énergie, mais cette patiente ne pourra pas le faire et son seul moyen de rentrer dans un cercle plus vertueux qui pourrait l'amener à la perte de poids, eh bien c'est qu'on lui trouve un système pour qu'elle diminue ses apports. Alors la restriction, on le sait, ça a été largement démontré, chez le patient obèse massif, et c'est là qu'il y a une différence avec le patient obèse standard, mais chez le patient obèse massif, eh bien la restriction ne suffit pas. Il faut donc l'aider, et la chirurgie peut l'aider à diminuer dans un premier temps ses apports alimentaires, ce qui permettra, si l'encadrement est de qualité, d'augmenter son activité physique et d'établir un nouveau point d'équilibre avec un IMC plus bas. Établir un nouveau point d'équilibre dans la durée. Alors les indications de chirurgie de l'obésité chez ces patients obèses sévères, elles sont relativement bien codifiées et le raisonnement avait débuté sur l'impact sur la qualité de vie. Alors c'est un article assez ancien de Detel qui a une quinzaine d'années et qui remontait à la surface non seulement les scores qui étaient diminués, mais aussi très pratiquement les handicaps quotidiens. Comme par exemple, 33% des patients ne peuvent pas aller au McDonald's puisque les sièges sont fixés. Heureusement, Ronald McDonald a inventé le McDrive et donc du coup, ce problème n'existe plus. Un peu plus loin, vous verrez que la moitié des hommes ne peuvent plus uriner correctement. Et c'est le syndrome des Québécois, syndrome des cris du bras trop court. Et il y a quelques années, c'était une indication chirurgicale. Plus sérieusement, l'HAS a mis un petit peu d'ordre là-dedans. Et en 2004, puis en 2009, a édité des recommandations. Notez d'abord l'âge, 18-60 ans. Ensuite, l'IMC, IMC supérieur ou égal à 40 ou supérieur ou égal à 35, mais avec une comorbidité susceptible de pouvoir s'améliorer après la chirurgie et l'amaigrissement qui lui est associé. En deuxième intention, après une prise en charge multidisciplinaire de qualité par une équipe spécialisée et pour une durée minimale de 6 mois, chez des patients qui auront bien sûr été informés et préparés.
Deux petits focus. Le premier, c'est la chirurgie chez les patients diabétiques. Dans la littérature, il y a beaucoup d'expériences, de grosses équipes sur la chirurgie des patients diabétiques dont l'IMC est inférieur à 35, donc entre 30 et 35 le plus souvent. Elle n'est pas recommandée aujourd'hui par l'HAS et elle doit être réservée à des protocoles d'études. Deuxième point, les patients âgés de 60 ans. Vous reconnaîtrez que 60 ans, maintenant, on n'est plus âgé et que la question est légitimement reposée. En pratique, on repousse facilement jusqu'à 65 ans. 65 ans, âge physiologique. Mais ça doit toujours être sujet à discussion. Chaque cas doit être discuté de manière pluridisciplinaire afin de repeser la balance bénéfice-risque. Alors, ces indications sont-elles respectées? Voici des données issues du SNIRAM, des données de 2012 qui concernent la population du Nord-Pas-de-Calais et du réseau que l'on a constitué avec les autres chirurgiens qui pratiquent la chirurgie de l'obésité. 2754 interventions sur un an en 2012. Vous remarquez que 97% presque des indications en termes d'âge étaient correctes. 90% en termes de poids étaient correctes. L'absence de contre-indication avait été vérifiée et respectée dans plus que 96% des cas. Alors, il avait été analysé un peu plus finement en fonction des labellisations des centres. CSO, ce sont les centres labellisés par l'ARS, je dirais le niveau de labellisation le plus élevé. Il y a 40 CSO en France. Vous voyez que les taux sont meilleurs. IMC respecté dans presque 98% des cas. Lorsque on regarde un niveau de labellisation peut-être un tout petit peu moins exigeant, mais encore très exigeant, le niveau de labellisation SOFCOM, vous voyez que les résultats sont aussi bien meilleurs que le niveau sans labellisation. Et voire même au-delà de sans labellisation, je dirais avec un avis négatif de labellisation. Alors, ce n'est pas vraiment flagrant sur les points les plus importants, mais par exemple, si on s'attarde au taux de fibroscopie préopératoire, ce qui semble assez légitime finalement de faire une fibroscopie chez les patients qu'on va opérer de l'estomac, eh bien, vous voyez que dans les centres non labellisés, dans 40% des cas, eh bien, il n'y a pas eu de fibroscopie. Les biopsies gastriques à la recherche d'Helicobacter pylori, qui pour le gastric bypass sont, je pense, non négociables, eh bien, vous voyez, ça n'est réalisé que dans 6% des cas. Donc, moralité de cette diapositive, eh bien, les centres ne sont pas tous équivalents, mais il y a une démarche de labellisation en cours. Alors, 4 interventions réalisées le plus communément en France. Globalement, ce sont les 4 interventions qui sont décrites dans les livrets de l'HAS. L'anogastrique, la sleeve gastrectomie, le gastric bypass et le duodenal switch. Le gastric bypass est l'intervention qui est souvent décrite comme le gold standard dans les publications parce que c'est une intervention qui a un grand recul et puis qui est d'origine anglo-saxonne. Donc en fait, on a beaucoup de data et finalement, ça reste, je dirais, l'intervention étalon. L'anogastrique, qui avait connu un grand succès en Europe, est l'intervention la moins invasive. Son mécanisme est finalement purement restrictif, ne modifie pas l'anatomie, elle est réversible, elle est en perte de vitesse actuellement, je vous le décrirai dans une autre diapositive. La sleeve gastrectomie, qui est, je dirais, l'intervention la plus réalisée aujourd'hui, ajoute à l'effet restrictif un effet hormonal avec un effet coupe-faim supplémentaire qui améliore finalement les résultats en termes de perte de poids. Le gastric bypass ajoute à l'effet de la sleeve gastrectomie une amélioration des comorbidités, notamment du diabète, et le duodenal switch, en ajoutant une composante de malabsorption, a encore des effets plus importants en termes de perte de poids et de résolution de comorbidité, mais aux dépens d'un taux de complications plus important. Cela, c'est Maud Robert qui vous le décrira. Alors, 47 000 interventions ont été faites en France en 2014, 3 500 dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette diapo, juste pour vous montrer la dynamique, avec l'exceptionnel essor de la sleeve gastrectomie, la croissance modérée du gastric bypass et le tassement
de l'utilisation de l'anneau gastrique. Alors comment expliquer quelle intervention pour quel patient, alors que lorsqu'on regarde ce qui est pratiqué, je dirais en réalité, ce sont encore là des données SNIRAM de 2012, en réalité, vous voyez que d'une institution à une autre, vous avez des habitudes complètement différentes. D'une institution à une autre et d'un chirurgien à un autre. Alors l'HAS a essayé d'aborder le thème du choix de la technique sans finalement pouvoir trancher et a juste évoqué des grandes lignes. Premièrement, on choisira la technique en fonction de l'expérience du chirurgien. J'avoue que ça me gêne un petit peu. Un petit peu. D'ailleurs, comment choisir entre 3 opérations lorsque l'on ne sait en faire qu'une seule? Donc je pense que le début de l'histoire, c'est déjà de s'adresser à un centre spécialisé qui peut proposer les 3 opérations. Ensuite, l'importance de l'obésité. Effectivement, vous verrez que les effets ne sont pas les mêmes en fonction de l'opération. Les antécédents chirurgicaux qui nous aident à établir et analyser la balance bénéfice-risque. Oui, parce que l'anneau gastrique est effectivement l'intervention la moins risquée, mais c'est aussi l'intervention qui amène à une perte de poids plus modeste que celle du gastric bypass. C'est la courbe tout en bas ici. Au passage, vous voyez que la courbe tout en haut, dans cette étude suédoise, montre que la nutrition seule, chez le patient obèse morbide, n'a pas une efficacité significative. Alors cette perte de poids, cette amélioration des comorbidités associées amène à une diminution de la mortalité. Et ça a été établi déjà depuis plus de 10 ans, avec 10 ans après l'opération, une vraie différence, une différence significative entre les courbes de survie des patients opérés et des patients contrôle appariés. Ça a été décrit pour l'anneau gastrique, ça a été aussi décrit pour le gastric bypass, avec notamment une amélioration de la mortalité qui passe par une diminution du taux de cancer, une diminution du taux de diabète et donc du coup une diminution des pathologies cardiovasculaires. Alors amélioration du diabète par toutes les opérations, par le biais de la perte de poids, et ça a bien été décrit par Bourval dans cette méta-analyse qui maintenant est assez ancienne, mais finalement tout a été dit déjà depuis cet article. Vous voyez que le gastric bypass permet dans près de 80% des cas une rémission du diabète, c'est-à-dire une hémoglobine glyquée normale avec l'absence de traitement en parallèle. Alors comment ça marche l'amélioration du diabète? Vous voyez qu'il y a 4 gros points: les changements diététiques, l'absorption du glucose qui va être diminuée, la reprise de l'exercice physique et la sécrétion hormonale, notamment de GLP-1. Et vous voyez, chaque opération va pouvoir donner tel ou tel avantage. Par exemple, l'anneau gastrique va permettre de diminuer les apports alimentaires, mais ne va pas jouer sur l'absorption du glucose. Et là, c'est le gastric bypass et le switch qui vont pouvoir avoir cet effet. Autre comorbidité qui est améliorée par la chirurgie de l'obésité, c'est la NASH. Et je me permets de mettre 2 diapositives sur ce sujet qui vous intéresse peut-être un petit peu plus. On a montré que la chirurgie de l'obésité permettait une rémission de la pathologie de la stéatose hépatique, mais aussi de la stéatohépatite, plus récemment aussi de la fibrose, que les différentes opérations n'ont pas un effet strictement identique. Essentiellement, c'est l'amaigrissement, c'est la rémission de diabète qui ont un impact fort sur cette ambiance métabolique qui est la cause de la NASH. Et dans notre article de 2014, vous aviez montré que finalement, il n'y avait que 5% de l'impact sur l'amélioration du foie qui était directement lié au type d'intervention et que l'essentiel, c'était finalement de bien maigrir et d'avoir une rémission du diabète. Voici l'exemple d'une patiente de 62 ans qui avait un AS à 5 en préopératoire et qui, vous voyez, 5 ans après, a une rémission des différentes atteintes hépatiques à la biopsie hépatique. En conclusion, en 2020, 1% des adultes auront été opérés de chirurgie de l'obésité, et donc c'est vraiment quelque chose qui fera votre quotidien, que l'obésité massive, à ne pas confondre avec l'obésité, je dirais, simplex, est une vraie maladie grave et que la chirurgie bariatrique évolue progressivement vers une chirurgie métabolique et personnalisée.
Merci à toute l'équipe, merci à mes hôtes. Voici les points forts et j'attends vos questions.